Bonjour à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de la rééducation et nous remercions nos intervenants de ce jour. Madame Aurélie Charles, coordinatrice pédagogique à l'Université Bourgogne-Europe, Monsieur Davy Laroche, directeur du département des métiers de la rééducation à l'Université Bourgogne-Europe, et enfin Monsieur Cyprien Guillot, directeur de l'IFMKD. Donc, au programme de ce webinaire, on va évidemment parler des métiers de la rééducation, des moyens de les intégrer, de quels sont ces métiers. Et on va faire une focale spécialement sur les métiers d'orthoptiste et de kinésithérapeute. Donc, avant de débuter, quelques indications pendant le webinaire. On va couper nos micros. Vous pourrez évidemment poser des questions en levant la main ou directement dans le chat. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vais laisser la parole à Cyprien. Eh bien, merci Caroline, merci pour l'invitation. Ravi d'être aux côtés de Davy et Aurélie pour vous présenter nos beaux métiers. Moi, donc, je vais vous parler déjà, commencer un petit peu du contexte, vous parler du contexte des métiers de la rééducation. Alors, à la fois sur le territoire national, mais aussi au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Et je laisserai bien évidemment mes collègues compléter pour l'orthopsie, parce que moi, je connais un peu mieux le domaine de la kiné. Alors, les métiers de la rééducation, on s'en fait tous une idée, mais en fait, les métiers de la rééducation, ils sont très vastes et ils occupent une place assez importante dans le panel et bonjour, dans le panel de tous ces métiers du soin qu'on peut avoir. Et quand on dit métier de la rééducation, ça regroupe notamment les masseurs kinés, les orthoptistes, mais aussi les ergothérapeutes, les orthophonistes et les psychomotriciens, par exemple. Alors, nous, à l'échelle nationale, pour vous donner une idée, on est à peu près 100 000 masseurs kinésithérapeutes en France et on a une croissance continue de nos effectifs à tel point que on n'arrive pas à former suffisamment de personnes en France. Il faut savoir que l'année dernière, on a eu plus de kinésithérapeutes diplômés à l'étranger qui ont été autorisés à exercer en France que de formés sur le territoire français. Donc autant vous dire que la demande est assez importante. Et au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, nos métiers, c'est vraiment des acteurs majeurs, à la fois la prévention, et je pense que, enfin, Aurélie et David pourront nous en parler tout à l'heure, mais je pense que également en orthopsie, on a un gros rôle dans la prévention. Les masseurs kinés, prévention, maintien de l'autonomie, ça, c'est vraiment dans nos métiers des objectifs qui sont principaux. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un virage dans la prise en charge ambulatoire maintenant depuis de nombreuses années dans le système de santé. Et donc, nos métiers de rééducateurs sont vraiment importants pour prendre en charge en fait ces patients qui reviennent à domicile et qui ont besoin de soins. Alors, il y a autre chose qui joue beaucoup dans le fait que nos métiers soient des métiers très dynamiques, c'est le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population fait on a besoin de plus en plus de faire appel à nos métiers. Et puis, faut pas non plus oublier que une population qui vieillit, c'est une population aussi qui a besoin de prise en charge. Et cette prise en charge, elle peut se faire dans différents contextes qu'on pourra vous évoquer tout à l'heure. Dernière chose que je voulais évoquer pour cette introduction, avant peut-être de laisser compléter Aurélie et Davy, si ça vous va, Caroline. Ouais. Associé en fait, à ce vieillissement de la population, on a aussi une augmentation des maladies chroniques. On pense au diabète, on pense aux maladies cardiovasculaires, on pense aux pathologies respiratoires, entre autres, qui font qu'on est des acteurs. Alors, nous, en rééducation kiné, on va cibler tous ces champs-là, mais je pense que Aurélie, je pense que le diabète, par exemple, est quelque chose qui fait que les orthoptistes vont avoir pas mal à intervenir. Et puis, on a aussi quelque chose à prendre en compte maintenant en 2026. Nos métiers se doivent aussi de se réinventer avec la transition vers le numérique. Et ça aussi, c'est des beaux challenges qui s'offrent à nous.
Voilà pour cette introduction. Je sais pas, David et Aurélie, si vous voulez Du coup, compléter. j'aurais peut-être Oui. une question quand vous dites, on s'était posé la question, les évolutions, les transformations du métier, vous Mhm. disiez le numérique, mais ça se traduit, et je vous pose la question à tous les trois, ça se traduit comment concrètement? Alors nous, c'est la télérééducation qui commence le Covid, bah, comme dans beaucoup de métiers, le Covid a changé des choses. Et bah, au moment du Covid, il a fallu que les kinés trouvent des stratégies pour continuer les prises en charge des patients. Et on a mis en place, en fait, bah, ce qu'on est en train de faire là, mais avec nos patients pour des séances de rééducation. Et c'est des choses qui continuent d'exister et qui se doivent d'évoluer. Et puis, derrière ça, il y a aussi l'essor, un exemple, hein, de l'intelligence artificielle qui fait que on travaille notamment, on a eu à travailler avec une école d'ingénieurs qui est en train de mettre en place des outils pour que les gens puissent faire leur rééducation à domicile assistée par intelligence artificielle. Et il faut que les kinés, bah, on soit présents pour ce virage, par exemple. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Alors, au niveau de la téléconsultation, donc, nous, il y a eu également aussi de la mise en place de la téléconsultation pour faire de la rééducation. Mais ce qui se développe aussi ces dernières années, c'est l'installation d'orthoptistes à distance pour des cabinets, entre guillemets, secondaires d'ophtalmologistes, où l'orthoptiste, en fait, va faire un examen de vue et essayer des lunettes pour le patient, faire une photographie du fond d'œil. Et tous ces examens vont être envoyés à un ophtalmo qui va être situé dans une grande ville, plus ou moins à proximité. Et en fait, l'ophtalmologiste va valider la prescription et la normalité de l'examen pour qu'ensuite ce soit adressé au patient. Et en cas de pathologie, le patient va être pris en charge rapidement chez l'ophtalmologiste de référence, ce qui permet en fait d'aller dans des zones où il y a des déserts médicaux et qui permet en fait que les patients aient un suivi ophtalmologique. Je D'accord. précise, oui, alors, Cyprien a parlé de télérééducation. Le champ qu'évoque Aurélie, c'est ce qu'on appelle la téléexpertise. Donc, c'est faire appel à des experts du champ qui sont généralement sur les centres de référence et qui permettent de valider un certain nombre d'examens qui sont faits dans les territoires et par des experts notamment du domaine. Et je pense, Cyprien confirmera, mais il me semble qu'il y a une forme de téléexpertise qui est maintenant possible chez les masseurs kinés. Également, tout à fait. Merci du complément d'avis. Tout à fait. Donc, c'est pas à distinguer de télérééducation, hein. C'est pas la même activité au sens des autorités de santé. Et du coup, enfin, je regardais en préparant le webinaire, je suis allé voir sur le site de l'université, vous ouvriez une, une formation d'orthoptiste. Euh, du coup, je me dis, si ouverture de formation d'orthoptiste, c'est qu'il y a une demande de plus en plus accrue aussi envers les professionnels que vous êtes. Tout à fait. En fait, le métier d'orthoptiste s'est énormément développé dans son champ de compétences ces dernières années. Et il y a quelques années, il y a 20 ans, il y avait 3000 orthoptistes en France. Et actuellement, on est 7000 orthoptistes parce que du coup, nos champs de compétences se sont développés comme la réfraction ou la consultation aidée chez les ophtalmologistes, l'exploration de la fonction visuelle en partenariat avec les ophtalmologistes. Et comme le disait Cyprien tout à l'heure, le vieillissement de la population fait qu'on a actuellement de plus en plus de patients qui sont malvoyants, qui ont besoin d'une prise en charge et aussi un dépistage et une prise en charge de tout ce qui est troubles d'apprentissage pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, ce développement des activités fait qu'il y a un besoin plus important d'orthoptistes. Et la région Bourgogne-Franche-Comté a permis l'ouverture de la filière parce qu'il y avait un déficit important. On fait partie des régions le moins dotées en orthoptistes en France en raison des lieux de formation qui sont éloignés de notre région. Car si on voulait être orthoptiste en Bourgogne-Franche-Comté, on était obligé de faire une formation soit à Strasbourg, à Paris, Clermont-Ferrand ou Lyon. Donc, ce qui fait qu'il y avait tout un vide en fait sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et ce qui fait que les étudiants avaient tendance à partir faire leur formation dans ces villes et ne pas forcément à revenir. Et du coup, oui, il y a une perte de praticiens et de spécialistes sur le territoire, donc quitte à faire, autant les garder et les capter depuis le début Tout en à fait. Bourgogne-Franche-Comté. C'est Donc exactement l'objectif. vous avez cité, vous avez expliqué rapidement, mais vous pourriez un peu approfondir en quoi consiste le métier d'orthoptiste. Vous avez parlé de la rééducation pour l'apprentissage, par exemple.
Oui, donc vraiment, on peut s'occuper de patients de tout âge. Donc, comme le disait Cyprien tout à l'heure, en faisant des actes de prévention ou de dépistage, par exemple par le biais des PMI, où on va aller rencontrer des enfants, tous les enfants de maternelle du département pour dépister s'il y a un trouble visuel non diagnostiqué. Il y a également des campagnes de dépistage par rapport à la rétinopathie diabétique pour des patients âgés, parce que c'est une maladie qui se développe de façon silencieuse, donc plus c'est dépisté tôt, meilleure est la prise en charge. On va en fait faire soit en accès direct ou soit chez des ophtalmologistes de tout ce qui est la lunetterie. On va également faire des examens pour explorer la fonction visuelle. Donc, c'est plutôt des actes techniques pour permettre un meilleur suivi des pathologies ophtalmologiques. Et après, il y a tout ce qui va être fait dans les cabinets libéraux où les orthoptistes vont faire de la rééducation. Donc, que ce soit des personnes qui se plaignent de fatigue visuelle ou de vision double, des personnes qui ont des strabismes, des personnes qui sont malvoyantes, qui se plaignent de vertige ou avec tout ce qui est troubles d'apprentissage. Ok. Et Voilà. conditions d'exercice, vous avez cité les cabinets libéraux, mais peut-être pas que. Donc voilà, du coup, actuellement, il y a à peu près 45% des orthoptistes qui sont salariés d'un ophtalmologiste, 45% qui ont une activité en libéral, donc qui fonctionnent soit en accès direct, soit sur ordonnance, et à peu près 15% de salariés, donc principalement en CH et CHU, et autrement dans des structures comme l'APMI, les centres de personnes malvoyantes ou la médecine du travail. Euh, je poserai la question après sur les voies d'accès, mais études longues quand même, du coup. Pas que, Alors, mais non, je ma pense que question ça peut être derrière, long. c'est pas- ma question, c'était quelle qualité, compétences pour exercer ce métier, parce que c'est quand même être en contact avec des patients Mm. régulièrement, donc peut-être déjà un amour des gens, il y en a peut-être d'autres, des qualités et compétences nécessaires. Donc oui, évidemment, d'avoir envie d'être avec des patients et d'aider des patients qui ont des difficultés, un profil scientifique et donc du coup une formation longue, c'est 3 années de formation post-bac. Oui, ce qui n'est pas rien non plus. Ouais. Ça fait partie des formations paramédicales les plus courtes. Donc, vous avez les infirmières qui se font en 3 ans, peut-être les podologues, et puis les orthoptistes. Si je réfléchis au monde paramédical, rapidement, je dois peut-être en oublier. Mais c'est une des formations les plus courtes avec les voies d'accès les plus simples. Je vais poser ma question. Majoritairement un métier féminin ou masculin? Un métier féminin, à Ok. 90% féminin. Ah, ok. Et du coup, il y a quand même des appels à messieurs, devenez orthoptiste ou Bah, après, il y a pas de raison que ce soit plus un métier féminin que Oui, c'est masculin. ça. Mais c'est Oh, ouais. peut-être la représentation aussi du métier, C'est, des je métiers pense, de une soins. tendance des métiers paramédicaux, sauf kiné peut-être. Je pense que Non, c'est une non, tendance des métiers de la santé en général, avec une féminisation qui est en soi, à mon avis, plutôt bénéfique. Mais ça permet de rééquilibrer un peu quand même, ces dernières années, je pense, tout simplement. Et du coup, Cyprien allait dire non, non, c'est c'est équilibré. pareil. Non, c'est pareil. Enfin, alors, on n'a pas 80-20 comme Aurélie a pu le dire, mais on est, le métier s'est légèrement féminisé ces dernières années. On doit être à 52-48, enfin quelque chose comme ça en termes de pourcentage, au bénéfice d'une féminisation de la profession. Mais par contre, chez les étudiants, on voit, enfin, je pense que ce chiffre va continuer d'évoluer dans les prochaines années au bénéfice du sexe féminin, parce que, tiens, je regardais tout à l'heure, je remplissais justement un tableau pour la région, et j'ai vu qu'on avait actuellement plutôt 60% de filles et 40% de garçons en formation initiale actuellement, ici à Dijon. Donc, oui, un métier qui se féminise aussi, nous. Mm. Ok. Ben, du coup, merci beaucoup. Aurélie, j'ai la même question pour Cyprien par rapport au métier de kinésithérapeute. Concrètement, ça consiste en quoi, le métier de kinésithérapeute? Vous avez 2 heures? Oui. Non, je plaisante. Kinésithérapeute, hein, c'est la thérapie par le mouvement. Donc, on a un peu tous la représentation de ce que fait un kiné. On va dire que parmi les rééducateurs, nous, on va vraiment agir sur le mouvement et la fonction. Et ça, dans
tous les domaines possibles. Alors, on pense souvent à la kiné du sport. Vous allez peut-être penser à la kiné pédiatrique, mais ça va bien, 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 bien au-delà, hein. Ça va de tout ce qui est rééducation en orthopédie, hein, les fractures, les entorses, mais aussi il faut penser à la neurologie, avec tous les patients qui ont des troubles neurologiques, que ce soit des troubles neurologiques centraux, comme les accidents vasculaires cérébraux, mais les tétraparaplégies, mais aussi la neurologie plus périphérique, avec des troubles nerveux qui viennent affecter qu'une partie d'un membre, la rééducation respiratoire, avec notamment tout un champ de réhabilitation respiratoire dans le cadre des pathologies chroniques, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, par exemple, qui est aussi une pathologie qui tend vraiment à se développer. Et puis, un domaine qu'on pense peut-être moins, c'est tout ce qui est prévention et éducation thérapeutique, où le kiné intervient aussi maintenant beaucoup. Et j'aurais bien du mal à vous dresser une liste exhaustive de tout ce qu'un kiné peut faire. On a vraiment un chouette métier dans le sens où on sort avec un diplôme assez généraliste, même si certains n'aiment pas ce mot. Et on peut ensuite vraiment s'orienter dans une diversité de champs cliniques qui est vraiment très intéressante. Et en plus, on peut exercer. Alors, ça permet de faire la transition sur le mode d'exercice. 80% des kinés exercent en structure libérale, hein, dans leur cabinet. On est à 80-20, voilà, 20% de salariat. Mais quand on parle de salariat, ça peut être hôpital, ça peut être centre de rééducation, ça peut être club sportif. Alors, pour les clubs sportifs, il y a beaucoup, beaucoup de demandes et peu d'élus, hein. Ça, il faut vraiment le dire aux gens qui veulent s'orienter dans la formation kiné. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes ou même de reconversion qui se disent, je veux faire kiné pour être kiné du sport. Attention, les kinés du sport de l'équipe de France de foot et de rugby, bah, il y en a 10, hein, et je vous ai dit, il y a 100 000 kinés en France. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour ces champs cliniques-là. Mais c'est un métier qui est génial dans le sens où on peut vraiment faire plein, plein de choses. Je vois une petite main qui se lève. Est-ce qu'on Petite main prend... qui se lève, oui, on peut. Alors, bonjour à tous et à toutes, hein. Estelle Wary, la maman d'Adrien Briotet. Alors, je suis là au titre de la mission locale, mais aussi parce que j'ai un élève de seconde à la maison qui veut faire master kinésithérapeute depuis plusieurs années. Il a fait son stage de troisième. Et de l'échange qu'on avait eu, c'est vrai que l'ostéopathie tentait, mais on préfère miser sur kinésithérapeute pour avoir une valeur sûre et après il reprendra éventuellement ses études s'il a envie de faire du complément. Par rapport à ce que vous disiez, parce que Adrien, bien sûr, essaye de trouver un club parce que kiné du sport, bah, ça bouge, il y a du mouvement. Mais par contre, il me semble que oui, il n'y en a pas forcément en attitré, il n'y en a pas, mais par contre, des fois, ils peuvent faire, vous avez un champ du possible avec la diversification, c'est-à-dire qu'on peut faire de la presta. Et je crois que c'était Mathieu Maître-Jean, mais j'arrive pas à le contacter, qui était au DFCO. Et voilà, il faisait de la prestation, mais ça représente pas, il n'a pas un temps plein dans un club sportif. Alors, je pense que vous parlez de Mathieu Maître-Pierre. Maître-Pierre, pardon. Voilà, vous n'étiez pas dans le bon prénom, mais c'est pas grave. Mathieu, il a été salarié du club. Si. Alors, on peut, après, en tant que kiné, on n'a pas que des clubs de haut niveau, hein, bien sûr, et on peut faire de la vacation dans un club sportif. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de rencontre comme on a aujourd'hui, il faut aussi être honnête. Et je pense que l'orientation, on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'orientent vers kiné pour faire kiné du sport. Et finalement, il n'y a pas tant de place que ça dans ce domaine-là. Par contre, ce qui est assez chouette, c'est si on étudie les représentations des étudiants à leur rentrée chez nous et quand ils sortent de chez nous, ben, il y en a un paquet qui voulaient faire kiné du sport et qui se sont découverts d'autres points d'intérêt. Par exemple, c'est l'extrême inverse, par exemple, la pédiatrie ou la gériatrie. Et ça, c'est chouette aussi. Donc, je veux dire, c'est un métier qui est absolument pas fermé. On a plein, plein de champs possibles. Simplement, voilà, attention, le kiné du sport, le masseur kinésithérapeute en 2026, c'est pas qu'un kiné du sport. C'est bien, bien d'autres choses. Voilà. Je sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. C'est un éclairage, c'est intéressant. Je pense que après, c'est vrai que je me mets à la place des jeunes aujourd'hui, c'est compliqué parce que
ça s'est séduit pas forcément. Et voilà, on va être honnête, il a été en centre de convalescence pour le stage de troisième. Puis maman, les petits vieux, c'est bien, mais voilà. Donc, Oui, oui. c'est vrai que aujourd'hui, comment en fait aller engager, ou que ce soit les jeunes de notre maison, de notre entourage ou de la jeunesse de la BFC, en disant vers des métiers qui séduisent un peu. Alors, je pense que ce que vous avez dit par rapport à l'approche du numérique aujourd'hui, ce qui était très intéressant par rapport au métier d'orthoptiste, en disant mais vous pouvez être en distanciel, vous n'êtes pas forcément dans le même lieu qu'un ophtalmo, ça peut, voilà, il y a un côté liberté, etc. Quoi. Moi, je n'avais jamais conscientisé ça. Je me dis, bah ouais, ça peut être séduisant. Ça peut être séduisant de te dire, ben, j'ai un peu la liberté peut-être de travailler parce que je peux faire du distanciel ou je peux être proche d'une population, mais pas forcément d'un grand centre parce que les ophtalmos vont plus avoir le choix d'être en agglomération. Voilà, ce qui se comprend par rapport à la règle de l'offre et de la demande. Je me dis, est-ce que l'itinérant aussi n'a pas sa place voilà, dans les pistes de développement qu'on a aussi, c'est de se dire, ben, tiens, est-ce que les métiers de demain, c'est peut-être pas une semaine par mois où je tourne ou quoi, voilà, je me pose des questions. Je pense C'est qu'il faut qu'il y ait une évolution. une question. Alors, les métiers de demain, on ne les a pas encore aujourd'hui. Ça va être l'aménagement des métiers d'aujourd'hui, je pense, de toute façon. Moi, pour compléter les propos sur la volonté de faire kiné du sport, ou ces représentations qu'ils peuvent avoir hein, quand ils sont encore au lycée, de ce qu'ils veulent faire dans leur vie professionnelle, je pense que la représentation, la plupart des jeunes ont, c'est kiné du sport, ou dans l'orthopsie, ça va être de s'attaquer à certains domaines. Je pense que tout le rôle de la formation, et là, c'est là qu'Aurélie et Cyprien vont beaucoup intervenir, c'est aussi de faire changer ces représentations pour que ces jeunes se rendent compte que certes, ils ont une volonté professionnelle, une image de ce qu'ils veulent faire, mais l'idée, c'est aussi de former des professionnels de santé qui vont répondre à un besoin de santé publique et qui vont rentrer dans le monde de la santé publique pour rendre service à la population, et pas forcément qu'à eux-mêmes sur leur volonté personnelle. Et il y a tout un enjeu hein, de transformation des représentations, de les mettre en confrontation dans des stages, dans des choses qui ne sont pas forcément attendues ou attendues, qui se rendent compte que ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Et l'enjeu de notre formation, ça va être de montrer aux jeunes que même s'ils avaient une mauvaise image d'un centre de convalescence en gériatrie, finalement, il y a peut-être des choses quand même très intéressantes à aller apporter à ces personnes-là, et puis une forme de valorisation personnelle à avoir aussi dans le métier qu'on exerce. Je ne sais pas ce que Cyprien et Aurélie en pensent, mais je pense qu'il faut quand même avoir en tête, et ce qui est important, c'est que ces métiers, c'est aussi une mission de santé publique. Il n'y a pas que la volonté personnelle de ce que j'ai envie de projeter de ma vie future. Il y a cette mission de santé publique qui est importante. Parfait. Comme le disait Cyprien, c'est lors des études aussi qu'on se découvre des appétences, entre guillemets, qu'on n'avait Exactement. pas forcément imaginées pour une population. Ce sera peut-être pas forcément les personnes âgées, mais voilà, mais ça peut aussi évoluer au contact des professeurs. Enfin, je trouve que c'est très important aussi l'influence et les tests que tout le monde a dans le cadre d'un parcours. En tous les cas, merci à vous. Question de Céline. Oui, merci, bonjour. Alors moi, je suis consultante en bilan de compétences, donc du coup, j'accompagne plutôt des plus vieux. Et je voulais savoir, j'ai du mal à avoir une vue là-dessus. Est-ce que sur vos métiers, vous avez beaucoup, alors beaucoup, je ne pense pas, mais est-ce que vous avez en tout cas des candidats à la reconversion? Parce qu'on est quand même sur des parcours longs. Je sais qu'il y a, enfin, pas sur vos deux métiers en particulier, mais sur les métiers du paramédical, j'ai déjà étudié ça avec des personnes et voilà, c'est assez compliqué en termes de formation. Est-ce que vous avez une vue un petit peu là-dessus? Vous avez spoilé, on allait attaquer les voies Ah, d'accès, pardon. mais les questions se posent. Alors, moi, je vais tout de suite commencer sur l'orthopsie et les voies d'accès à l'orthopsie. Alors, la formation continue, on a des demandes chaque année hein, de formation continue. Le problème, c'est que c'est des formations de 3 ans. Donc, les modalités de financement ne sont pas forcément compatibles avec ce financement pendant 3 ans des acteurs. Donc, ça, c'est une première difficulté.
Et ensuite, l'objectif qu'on a, nous, l'objectif majoritaire qu'on a sur l'orthopsie ou sur le département, c'est qu'on veut répondre aux besoins de santé du territoire. Et donc, on essaie aussi de projeter les candidats sur leur activité future et de voir dans quelle mesure ils vont répondre aux besoins du territoire. Donc, les personnes qui... C'est pas pour dire que les plus anciens, on ne veut pas les prendre, c'est absolument pas ça. Mais on va aussi se projeter de dire, s'il reste 5 ans d'activité à la personne qui se reconvertit, face à un candidat du même acabit, mais qui lui a 40 ans d'activité à produire, la question va se poser, parce qu'on répond pas tout à fait aux mêmes besoins non plus. Et donc la question de sélection va se poser au-delà de la volonté même. Après, des candidats à la reconversion, on en a chaque année. Moi, je porte énormément attention à ces candidats-là parce que l'objectif, c'est qu'ils rentrent en formation. Comme c'est un vase clos, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant de candidats qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui rentrent, ils puissent sortir, absolument. Et donc, moi, j'ai tendance à mettre beaucoup de précautions avec les candidats pour pas les mettre en souffrance. Et je pense surtout de souffrance financière, parce qu'il faut pouvoir assumer une vie étudiante pendant 3 ans sans revenu. Moi, j'ai tendance à être très, très vigilant à la qualité du financement sur les 3 ans pour que les candidats puissent faire leurs études de façon sereine. C'est surtout ça l'objectif qu'on va avoir sur les candidats à la reconversion. Donc là, par exemple, si on voit sur la filière de Dijon, on a une étudiante qui est en reconversion qui était enseignante avant en biologie. Et sur la filière de Besançon, il y a en fait moitié de personnes qui sont en reconversion avec des profils différents. Avant d'être à l'université, j'étais au CHU de Dijon et du coup, on accueillait déjà des étudiants en stage et il y a toujours eu dans toutes les promotions des gens en reconversion. Mais c'est vrai qu'il faut que le projet soit mûri et étudié parce que c'est vrai qu'il y a 3 années sans possibilité d'avoir de revenus à côté. Merci. Kiné, oui, allez-y. Pardon, Caroline, je vous ai coupé la parole. Non? Pour kiné, en fait, pareil, c'est un vase clos. Il y a un texte de loi qui cadre exactement en fait les conditions d'accès pour les reconversions. Nous, on accueille tous les ans 80 étudiants en première année, plus ce qu'on appelle les passerelles article 25, mais en fait, ça correspond aux reconversions. La loi est très stricte, c'est-à-dire qu'il faut au moins que le candidat ait soit un diplôme d'État, par exemple infirmier, enfin déjà dans le domaine de la santé, hein, pour vous la faire courte, ou alors que le candidat ait une licence STAPS ou sciences de la vie et de la terre, ou alors un master quel qu'il soit. Et donc, en fait, on sélectionne 2 personnes. Tous les ans, on a une trentaine de candidatures, vous voyez, pour 2 places, où il y a une étude de dossier et derrière, il y a un oral pour sélectionner les 2 candidats. Ce qui complique encore, et je rejoins complètement David et Aurélie, grande vigilance aussi sur les conditions financières, d'autant plus que nous, à l'heure où je vous parle là, en février 2026, nous ne sommes pas une formation publique, les kinés. Il y a 2 écoles de kiné publiques en Franche-Comté, il y a 2 sites d'une même formation kiné en Franche-Comté, à Montbéliard et à Besançon. Mais en Bourgogne, actuellement, il n'y a pas de formation publique. Donc, il y a des frais de scolarité pour entrer dans nos IFMK, que ce soit à Dijon ou il y a un deuxième IFMK à Nevers. Et on est sur... excusez-moi, on est sur une enveloppe globale entre 20 et 30 000 euros pour les 4 années en IFMK, actuellement en Bourgogne. Donc, vous voyez un peu la complexité financière de la chose. Alors, ça pourrait évoluer. Des discussions sont en cours avec la région pour que la formation dijonnaise devienne publique, mais rien n'est acté, rien n'est fait. Donc, vraiment, on va être d'autant plus vigilant à cette situation financière. Voilà. Je me permets juste de compléter, mais après, je vous laisse la parole. À la différence des kinés, nous, on n'a pas
pas d'article passerelle, tout simplement parce que les étudiants intègrent via Parcoursup. Donc on a le filtre Parcoursup, mais on en parlera juste après, j'imagine, les autres voies d'accès. Donc on n'a pas cette passerelle qui fait que dans le cas des kinés, ils chantent une première année de médecine. Et donc c'est pour ça que nous, on n'a pas cette problématique de passerelle et d'article 25. J'ai fini, je vous laisse la parole. Estelle? Non, c'est intéressant. Alors par contre, je crois, alors quand j'avais été au grand forum organisé par la région, je ne sais plus le nom. Explore les métiers, des choses comme ça. Voilà, donc à l'étage, il y avait. Non, alors j'ai vu kinésithérapeute, il y avait le doyen ou le vice-doyen de la fac qui était là. On a pu échanger. Il y avait des élèves qui disaient que l'alternance se développe aussi. Il me semble que, alors je ne sais pas chez orthoptiste, mais il me semble qu'en kiné, dès la 2e ou 3e année, il y a possibilité des fois de basculer de la formation continue à de la formation en alternance. Est-ce que du coup, c'est aussi quelque chose qui est travaillé? Parce qu'il y a certaines Comcom qui misent, comme l'a fait depuis des années, par exemple, l'armée, en disant très bien, vous passez, on vous paye 10 ans d'études de médecine, vous passez un concours, mais vous devez 10 ans ou 15 ans à l'armée en contrepartie. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux? Et enfin, j'avais entendu que apparemment, il parlait de changer en fait le fameux positionnement en école de médecine pour se dire on reviendrait à décloisonner, c'est-à-dire non plus mais à faire un concours kiné, un positionnement kiné, un positionnement médecine générale, un positionnement médecine spécialisée. Voilà, je ne sais pas. On va peut-être aborder directement les voies d'accès en fonction des publics. On a parlé des publics en reconversion, mais concrètement, ça se passe comment pour l'un et pour l'autre? Désolé, je réponds juste sur l'apprentissage. Ok. Puis après, je vous laisse les voies d'accès. Moi, sur l'apprentissage, pour l'orthoptiste, pour le moment, la question ne se pose pas parce que on vient d'ouvrir. C'est une question qui se posera peut-être dans quelques années, mais pas pour le moment. Kiné, je crois que Kiné Nevers fait de l'apprentissage. C'est ça, et c'est ce que vous disiez sur l'avant-dernière et la dernière année de formation, à Nevers, c'est proposé, l'apprentissage, pas à Dijon. Et du coup, pas contrat de pro, que apprentissage. Et donc, les voies d'accès. Je les comptais dans les voies d'accès, plus ou moins, sur la possibilité de... La voie d'accès standard, dirons-nous. Voilà. Tu en parles, Cyprien, peut-être? Oui, d'accord, ok. Non, donc, nous, c'est Dijon. La voie d'accès, c'est première année universitaire à l'Université Bourgogne-Europe, avec, on a la moitié de notre contingent qui vient de PASS, c'est-à-dire la première année d'accès de santé, première année de médecine, pour faire simple. Et puis l'autre moitié qui vient de la licence accès santé. Donc ça, c'est la théorie. Pourquoi c'est la théorie? Parce que il arrive régulièrement que les places de LAS, licence accès santé, ne soient pas toutes pourvues. Il y a un reversement sur les places de PASS. Mais voilà, il y a ces deux voies d'accès, PASS et LAS. Et puis les deux articles 25, enfin les deux passerelles dont je vous ai parlé. Voilà, c'est les seuls modes de recrutement qu'on a. Je te laisse parler sur Parcoursup, désolé. Juste pour finir la réponse à votre question, je n'y ai pas pensé, mais oui, il y a une réforme qui est en cours d'accès en première année de médecine, enfin l'accès de PASS. Il y a une réforme qui est dans les tuyaux aujourd'hui, mais on n'a pas de détails sur cette réforme encore bien finalisée. Mais on sait que ça va être la PASS telle qu'elle existe aujourd'hui va être modifiée. Alors, soit en septembre 27, plutôt à mon avis. Mais on n'a pas d'informations. Ça devrait être modifié, mais on n'a pas d'informations complètes à ce niveau-là. Il y a des réunions de travail qui sont en cours avec le ministère, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur quelle va être cette réforme. Ce sera apparemment, David, ce sera 27. Oui, je pense, parce que là, pour 26, ça me paraît compliqué. Et donc, du coup, pour orthopsie, donc c'est un accès par Parcoursup. On fonctionne avec un regroupement de Strasbourg, Besançon et Dijon, où les candidats peuvent postuler sur une de ces écoles, les deux ou les trois,
Donc, ça compte comme un seul vœu sur Parcoursup. Il y a du coup une lecture des dossiers avec les 3 écoles et ensuite un passage à l'oral des candidats qui ont été retenus. Actuellement, il y a 15 places à Strasbourg, 12 à Besançon et 12 à Dijon. Et l'année dernière, on a reçu 120 candidats à l'oral sur Dijon. Et du coup, après le classement, les candidats sont appelés au fur et à mesure de la liste. Oui, si vous disiez qu'il y en avait 12-12 sur Besançon initial et continu, c'est tendu quand même. Même Alors, 12 tout faut pas, court. Faut pas faire peur. faut pas faire peur aux gens. Non, Non, mais c'est pas si tendu que ça. Donc, Oui. on a, en gros, il y a 12 places à Dijon, 12 places à Besançon, 15 places à Strasbourg. C'est le même regroupement. C'est-à-dire que les places sont en fonction des vœux des candidats. Nous, à Dijon, je pense que sur les 120 qu'on a vus à l'oral, la dernière sélectionnée 85. était 85e sur la liste. Donc, en soi, c'est pas forcément que les 12 premiers. Et après, il y a tous les autres vœux de Parcoursup qui rentrent en compte. Il y a des étudiants qui partent ailleurs. Donc, on a pris le 85e. Pas si inaccessible que ça, au contraire. Et Ah non, c'était pas dans le sens inaccessible. Je me disais, il y avait peu de place, alors que je sentais qu'il y avait, ce que vous disiez en introduction, un besoin. Mais alors, c'est prévu qu'on augmente normalement dans les années à venir les effectifs. Alors, l'effectif fixé par l'ARS, c'est la région, hein, comme les études de kiné. Donc ça, pour l'instant, on est fixé à 12 et 12. Ça devrait évoluer, mais pas l'année prochaine en tout cas, mais dans quelques années, on devrait de toute façon augmenter le contingent. Ok. En préparant, on s'était posé la question, il y a quand même des points de vigilance à prendre en compte pour les candidats, tant pour la kiné que pour l'orthopsie. Pour l'orthopsie, et si on parle de dossier Parcoursup, je pense qu'il faut un profil scientifique. un profil scientifique avec physique bio et maths complémentaires. Je pense que les maths sont pas décisifs dans le choix d'orientation via Parcoursup. Plutôt la physique et la biologie. S'ils ont pu faire un peu de maths, c'est pas plus mal, parce qu'ils vont avoir quand même un gros volume d'optique géométrique, et donc qui comprennent bien les maths, c'est un plus. Mais c'est pas une obligation. Et Cyprien? pour qui... Oui, bah, base scientifique, ça me paraît incontournable. Et il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est aimer le contact, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas entrer en relation avec l'autre, je lui déconseille de faire kiné. Tout comme quelqu'un qui n'aime pas entrer en contact, enfin, l'aspect tactile, je lui déconseille aussi fortement de faire kiné. Ça peut vous paraître évident, mais on a tous les ans un ou deux étudiants dans nos promotions qui souffrent voilà, cette difficulté de contact au sens propre comme au sens figuré. Donc vraiment, j'invite tous les potentiels candidats à la kiné à bien se poser la question aussi là-dessus. Ou l'utilité des stages. Mm. Mm. Ok, bah, merci beaucoup. Euh, Donc les points à retenir, c'est en reconversion pas impossible. Par contre, j'avais une question, plutôt quel profil du côté orthopsie, les gens qui se reconvertissent? Alors là, du coup, dans les candidats qu'on a eus, il y a vraiment de tout en fait. On a eu quelqu'un qui venait du milieu de la banque, quelqu'un qui avait été manipulatrice radio, euh, enfin, il y a vraiment des profils très différents, infirmières, enseignantes. Enfin, voilà. Après, je pense que si on a envie et qu'on a anticipé cette organisation et cette reconversion, là, dans les candidats qu'on a reçus sur Parcoursup l'année dernière, on avait quelqu'un qui avait un profil d'ingénieur. On a vu quelqu'un qui était directeur de microcrèche. Après, en fait, c'est si on est attiré par ce métier et qu'on a fait des stages, parce que c'est vrai que du coup, de voir quel est le métier et ce à quoi on va être confronté et s'être bien positionné et réfléchi, il n'y a pas forcément de profil défini, en fait, Ok. dans leur reconversion. Mais justement, mettre un point de vigilance sur, c'est pas anodin quand on se redirige sur 3 années d'études, sans salaire nécessairement, avec un statut étudiant, et c'est Mm. vraiment une reconversion qui se réfléchit. Peut-être pareil pour
pour kinésithérapeute, avec le côté Je pense, école privée. la reconversion, vous avez tout à fait raison, elle se réfléchit, notamment à travers aussi un peu l'expérimentation, c'est-à-dire que les reconversions qui viennent nous voir en disant bah, moi j'aimerais bien faire orthoptiste sans avoir fait de stage ou avoir vécu cette. On a quand même tendance à leur dire bah, essayez d'abord, allez faire un stage, essayez quelque chose, parce qu'il faut voir si ce métier plaît, parce que c'est pas de s'engager dans une formation pour. C'est ce que dit Cyprien vis-à-vis du toucher, c'est faut quand même essayer une fois, parce que c'est quand même des métiers qui sont particuliers, hein, les métiers du soin. Donc il faut être sûr qu'on accroche, donc il faut essayer avant de tenter, quoi. Merci. Cyprien, et après je passerai la parole à Estelle. Oui. Non, juste pour compléter vraiment cet aspect reconversion, oui, il est à prendre en compte, mais pour kiné, attention, hein, 2 places, beaucoup de dossiers, c'est vigilance quand même. Ok. Estelle? Vous parliez donc 3 ans pour orthoptiste sans salaire, puisqu'il y a un peu plus de reconversion. Mais par contre, si les personnes montent un CPF, alors je pense la personne qui fait de l'accompagnement CEP, via Transition Pro, éventuellement, il peut y avoir voilà, les frais PEDA. En plus, il peut y avoir peut-être maintien de salaire de l'employeur de l'ancien employeur. Donc, il y a. Ouais. Oui, il y a des solutions. Alors, Transition Pro, là, de mémoire, on est en train de traiter un dossier. Je crois que c'est qu'1 an de financement. Oui, ce sera. D'accord. Donc, il reste quand même 2 ans à payer derrière. Mais il n'y a absolument aucun problème pour ces reconversions. C'est toujours pareil, c'est que on va pas ouvrir 12 places pour des personnes en conversion, on va forcément essayer d'avoir un équilibre dans la promo. Mais moi, tant que le projet est mûri financièrement, que la personne a essayé et qu'on a en face de nous quelqu'un qui est de bonne volonté et qui a envie d'aller dans le métier, au contraire, je veux dire, il n'y a aucun problème. Donc c'est avec plaisir qu'on les reçoit et puis qu'on évalue la qualité de leur dossier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Eh ben, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants. Explication très claire. Peut-être que nos intervenants ont quelque chose à ajouter en conclusion, à part des métiers merveilleux. Métier merveilleux, enfin métier qui s'ancre dans la réalité hein, de la population actuelle avec, comme je vous l'ai dit, une population vieillissante, des pathologies chroniques aussi, donc il faut aussi être réaliste et aussi dire que même s'il y a d'énormes besoins, l'installation n'est plus libre des masseurs kinésithérapeutes comme elle a pu l'être pendant de nombreuses années. Par exemple, sur Dijon, nous ne sommes plus en zone prioritaire, donc un kiné peut s'installer si et seulement si un autre part de cette zone. Donc, c'est pas partout comme ça en France. Donc, il y a des beaux territoires à découvrir en Bourgogne-Franche-Comté qui ne sont pas touchés par les zones prioritaires. Donc, il y a beaucoup d'avenir de la kiné en Bourgogne-Franche-Comté. Et moi, je finirai juste par un truc qui me concerne un peu plus particulièrement, c'est que c'est des métiers qui sont d'autant plus intéressants que c'est des métiers que les professionnels peuvent faire évoluer eux-mêmes. Et notamment, on a la chance maintenant d'être, les kinés sont universitarisés, les orthoptistes sont universitarisés. C'est-à-dire qu'on a aussi des pans d'accès à l'activité de recherche pour faire évoluer ces métiers. Et qu'à l'université, on accompagne justement ces jeunes formés qui voudraient s'engager dans des parcours un peu plus longs et encore plus scientifiques pour faire évoluer la profession et puis amener les preuves nécessaires à l'efficacité des techniques. Et donc, c'est tout un accompagnement qu'on met en place pour faire évoluer les métiers. Et puis, je pense que les professionnels sont les premiers acteurs de ce changement-là. Voilà. Ben, merci à tous les trois et merci à nos participants d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous le 24 mars pour notre prochain webinaire sur un sujet qui n'a rien à voir, les métiers du numérique. Oh, pas si loin. Bah, pas si loin, c'est vrai, vu tout ce qu'on s'est dit. Au plaisir, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci à toutes et à tous.